1974, les Sables d'Olonne. Un été. Une mer d'huile. Un sloop et un couple qui ne reviendront jamais. Pendant 45 ans, l'Atlantique n'a rendu que le silence, un silence assourdissant qui a consumé des familles entières. Puis, une marée basse exceptionnelle a décidé de briser cette omerta océanique. Bienvenue sur Vestiges d'un mystère. Aujourd'hui, nous explorons l'une des affaires les plus intrigantes des côtes françaises, un cold case réactivé par le retour inattendu d'un fantôme du passé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire de quelle région du monde vous suivez cette enquête. Plongeons ensemble dans les eaux troubles de ce mystère. En cette fin d'été 1974, la côte vendéenne baignait dans une douce lumière, offrant le décor d'une vie qui, pour Armand Valette et son épouse Léa Martin-Valette, semblait s'écrire sous les meilleurs auspices. Leur appartement nantais, rempli d'esquisses d'Armand, designer graphique talentueux dont les affiches coloraient déjà les rues de la ville et des photographies de leur voyage, reflétaient leur dynamisme et leur joie de vivre. Armand, 34 ans, était non seulement un créateur prisé mais aussi un navigateur aguerri, dont la passion pour la mer était une seconde nature. Léa, 29 ans, hôtesse de l'air chez Air Inter, apportait à leur foyer une énergie vibrante et le regard curieux de sa caméra Super 8. Cet appareil, constamment à ses côtés, était son œil sur le monde, capturant des fragments de leur quotidien et de leurs expéditions maritimes. Ensemble, ils incarnaient une jeunesse française prometteuse, unie par un amour profond et le rêve de l'horizon, chaque voie lissée étant une promesse d'évasion. Le vendredi 23 août 1974, sous un ciel d'azur typique de l'Atlantique estival, le couple s'apprêtait à larguer les amarres du port des Sables d'Olonne. Leur sloop, baptisé l'Étoile filante, un voilier de 10 mètres élégamment entretenu, était leur sanctuaire flottant, témoin silencieux de leurs évasions régulières. Ce week-end, leur cap était fixé sur l'île d'YEU, une destination habituelle pour les navigateurs expérimentés de la région. Les conditions étaient idylliques, une mer calme comme un lac, des brises légères et un soleil généreux, promettant une traversée sans encombre d'une vingtaine de milles nautiques. Avant leur départ, dans une dernière embrassade avec les parents de Léa, monsieur et madame Martin, et un appel téléphonique à la sœur d'Armand, Colette, le couple avait promis de téléphoner le samedi matin, une routine rassurante pour des proches habitués à leurs expéditions. Léa, souriante, avait levé sa Super 8 pour capter l'instant, son geste désormais familier avant chaque aventure. L'Étoile filante s'éloigna lentement du quai, ses voiles blanches gonflées par le vent doux, devenant un point lumineux à l'horizon, avant de disparaître dans la lumière dorée du soir. Le samedi matin arriva, mais le téléphone des familles Valette et Martin-Valette resta désespérément silencieux. Initialement, une légère inquiétude s'installa, attribuée à un éventuel retard dû à une météo inattendue ou à un problème de réseau sur l'île, où les communications étaient parfois capricieuses. Madame Martin tenta de joindre sa fille à plusieurs reprises, sans succès. Chaque sonnerie coupée ravivait une anxiété sourde. À mesure que les heures s'écoulaient sans le moindre signe de vie du couple, l'inquiétude se mua en une anxiété palpable, transformant la patience en une attente insoutenable. Le dîner familial du samedi soir, habituellement joyeux, fut teinté d'un malaise grandissant. Le dimanche matin, le silence persistant du téléphone devint insupportable, déchirant le voile de l'espoir. L'absence d'appel, la non-confirmation de leur arrivée à l'île d'YEU, déclenchèrent l'alerte. Les familles, le cœur serré par un pressentiment grandissant, contactèrent les autorités maritimes des Sables d'Olonne. Une vaste opération de recherche fut immédiatement lancée, mobilisant des moyens considérables. Des hélicoptères de la Marine nationale quadrillèrent les eaux de la baie de Biscay, survolant à basse altitude la route habituelle de l'Étoile filante entre les Sables d'Olonne et l'île d'YEU. Des patrouilleurs des affaires maritimes et des vedettes de la Société nationale de sauvetage en mer, SNSM, sillonnèrent des zones étendues, tandis que des avis étaient lancés à tous les navires marchands et de pêche opérant dans le secteur. Les pêcheurs locaux, habitués à sillonner ces eaux et souvent les premiers témoins d'incidents en mer, furent interrogés avec minutie. Leurs témoignages, concordants, décrivaient des conditions de navigation normales ce vendredi soir-là. Le trafic maritime enregistré pour la période fut également vérifié, mais aucune collision n'avait été signalée, aucune alerte de détresse n'avait été captée par les sémaphores côtiers. L'Atlantique, vaste et indifférent, ne rendit que son immensité. Malgré les efforts déployés sur plusieurs jours, puis plusieurs semaines, aucune trace du sloop, aucun débris suspect, aucun gilet de sauvetage, aucune balise de détresse ne furent découverts. L'Étoile filante et ses occupants s'étaient volatilisés sans laisser d'indices, comme si la mer les avait entièrement engloutis. L'enquête, menée par la gendarmerie maritime, explora diverses hypothèses pour tenter de percer ce mystère de plus en plus opaque.
Une collision nocturne avec un cargo, souvent difficile à détecter, fut sérieusement envisagée, mais l'absence totale d'épave ou de traces d'impact rendait cette théorie difficile à étayer. Comment un voilier entier pouvait-il disparaître sans laisser la moindre trace matérielle après un tel choc? Une tempête subite, bien que non annoncée par les bulletins météorologiques généraux, aurait pu se former localement, un phénomène imprévisible. Cependant, aucun des bateaux naviguant dans la zone n'avait rapporté de conditions météorologiques exceptionnellement violentes cette nuit-là. La possibilité d'une fugue volontaire du couple fut également considérée par les enquêteurs. Cette hypothèse, bien que généralement écartée par les familles, qui ne concevaient pas un tel acte de la part d'Armand et Léa, aurait pu expliquer l'absence de corps et d'épave. Néanmoins, l'examen de leurs comptes bancaires et de leurs affaires personnelles ne révéla aucune anomalie, aucun préparatif de départ prolongé. Tout indiquait une vie ancrée, épanouie. Malgré tous les efforts et l'exploration de chaque piste concevable, l'enquête piétina. Les gendarmes, confrontés à un vide d'informations, durent se résigner. Faute d'éléments probants ou d'un début d'explication satisfaisante, le dossier fut classé sans suite au début de l'année 1975. L'affaire Valette devint un cold case, un mystère maritime que l'océan avait englouti sans laisser de témoins. Pour les familles, cette absence de réponse fut une torture prolongée, une plaie béante refusant de cicatriser. Des décennies durant, chaque anniversaire d'Armand et Léa, chaque fête familiale, fut teinté par le vide laissé par leur absence, un vide que ni le temps ni le deuil ne parvenaient à combler. Ils vécurent dans un limbo de douleur et d'incertitude, oscillant entre l'espoir fou d'un retour impossible et la nécessité d'accepter une perte jamais confirmée, le silence de l'océan étant leur seule réponse. 45 ans s'étaient écoulés depuis ce funeste été 1974. 45 années de silence marin, de souvenirs estompés par le temps, mais jamais effacés dans le cœur des familles Valette et Martin Valette. Pour les Sables d'Olonne, l'affaire de l'étoile filante était devenue une légende locale, un murmure tragique de l'océan, un de ces mystères que l'Atlantique garde jalousement. Octobre 2019. L'automne avait violemment marqué son territoire sur la côte vendéenne. Une série de tempêtes exceptionnellement fortes avait balayé le littoral, déchaînant des vents furieux et des vagues colossales. La houle avait sculpté le paysage, arrachant des portions de dunes et déplaçant des bancs de sable. À la suite de ce déferlement, un phénomène moins fréquent se produisit, une marée d'une amplitude inhabituelle, exposant des zones de l'estran rarement vues par l'œil humain. C'est dans ce contexte de bouleversement naturel que l'impensable allait ressurgir des profondeurs. Au petit matin du 12 octobre, un ostréiculteur de la commune, Jean-Claude Pérodin, arpentait son ancien vivier d'huîtres, une zone rocheuse et sablonneuse située à quelques encablures au nord du port des Sables, autrefois exploité par son grand-père. Il évaluait les dégâts de la tempête, lorsque son regard fut attiré par une forme sombre et allongée émergeant des algues et du sable fraîchement remué. Ce n'était pas un tronc d'arbre, ni un débris de chalutier. En s'approchant, il distingua la forme caractéristique d'un mât, rongé par les années passées sous l'eau, incrusté de concrétions marines et de bernacles, mais indubitablement un mât de voilier. Intrigué, et pressentant une découverte inhabituelle, il alerta les autorités portuaires. L'extraction de l'objet fut une opération délicate. À mesure que les engins de levage dégageaient les tonnes de sable et d'algues qui l'emprisonnaient, le corps du voilier apparut progressivement. Le spectacle était saisissant, un sloop de 10 mètres, comme figé dans le temps, mais profondément marqué par son long séjour aquatique. Le bois était gorgé d'eau, le pont partiellement effondré, mais sa structure générale était incroyablement préservée par l'environnement anaérobique du sable marin. Puis, sur la coque tribord, à travers la couche de coquillages et de sel, un détail glaçant attira l'attention des premiers intervenants, des lettres délavées, mais encore lisibles. Elles formaient le nom, l'étoile filante. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'étoile filante, le bateau disparu des Valettes en 1974, était de retour. Le choc fut immense, secouant la petite communauté des Sables d'Olonne et au-delà, ravivant une mémoire collective endormie. Ce n'était plus un mystère insondable, mais un fantôme matériel, surgissant des abysses. L'émotion était palpable chez les proches des disparus, désormais âgés, Colette, la sœur d'Armand, et les parents de Léa, toujours vivants, confrontés à la résurgence inattendue de leur douleur. Une enquête minutieuse fut immédiatement ouverte, sous la direction de la gendarmerie maritime et des services d'investigation judiciaire. Le voilier fut transporté avec d'infinies précautions vers un hangar sécurisé de La Rochelle pour être examiné par des experts légistes et des scientifiques. La cabine, inondée et emplie de sédiments, révéla un spectacle déroutant. Les cloisons en bois étaient gonflées par l'eau,
les meubles incrustés de sel et de bernacle, mais curieusement encore en place, comme si la vie à bord s'était arrêtée net, il y a près d'un demi-siècle. Chaque objet semblait raconter une histoire silencieuse de cette journée d'août 1974. Mais le détail le plus perturbant, celui qui fit basculer l'enquête dans une dimension plus sombre, se trouvait sur la portière de la cabine principale. Les experts observèrent des marques indéniables, profondément gravées dans le bois extérieur, indiquant qu'un cadenas avait été installé. Un cadenas posé de l'extérieur. L'implication était terrifiante. Le couple avait été délibérément enfermé à l'intérieur. Cette constatation glaçante fut corroborée par l'examen de l'intérieur de la portière. Des rayures profondes, des éclats de bois, témoignaient de tentatives désespérées et violentes pour s'échapper. Les empreintes de doigts laissées par la pression et la panique étaient encore discernables, figées dans la patine du temps. L'image d'Armand et Léa, pris au piège dans leur propre sanctuaire, luttant contre l'inexorable, s'imposait avec une clarté insoutenable. La scène culmina avec la découverte macabre, dans le fond de la cabine, parmi les meubles submergés et les couches de sable. Les experts exhumèrent 2 ensembles de restes humains. 2 squelettes, partiellement préservés par l'action du sel et l'absence d'oxygène, témoignaient de l'horreur des derniers instants. L'identification fut rapide et formelle. Il s'agissait bien des corps d'Armand Valette et de Léa Martin-Valette. Les familles avaient enfin une réponse à l'absence, mais elle était d'une brutalité insoutenable. Le mystère de leur disparition était résolu dans ses grandes lignes, mais de nouvelles questions, plus sombres encore, venaient de surgir. Le couple n'avait pas disparu en mer par accident. Il avait été victime d'un acte criminel. Cependant, au milieu de cette tragédie, un détail crucial allait offrir une lueur inattendue à l'enquête. Dans un compartiment de rangement situé à tribord, les techniciens découvrirent une petite boîte métallique. Elle était hermétiquement scellée et protégée par une épaisse couche de paraffine, un matériau qui avait étonnamment résisté aux éléments marins. À l'intérieur, intacte, se trouvait une cartouche de film Super 8. Léa Martin-Valette, passionnée d'images, avait emporté sa caméra sur l'étoile filante. Ce fragment de celluloïd, miraculeusement préservé, pouvait-il enfin révéler la vérité enfouie depuis 45 ans? La découverte de la boîte métallique et de son précieux contenu avait insufflé une nouvelle vitalité, mêlée d'une angoisse palpable, à l'enquête. Le cartouche de film Super 8, miraculeusement préservé par sa gangue de paraffine, représentait la dernière lueur d'espoir. Il était le seul témoin potentiel d'une tragédie vieille de 45 ans, capable de briser le silence que la mer avait si longtemps gardé. Immédiatement, le cartouche fut extrait avec la plus grande délicatesse et acheminé vers un laboratoire spécialisé à Nantes, une ville non loin du lieu de vie du couple Valette, réputé pour sa capacité à restaurer des supports analogiques anciens et dégradés. Les experts du laboratoire travaillèrent avec une patience et une précision extrême. Chaque étape de la restauration fut méticuleusement documentée, chaque microfragment de pellicule analysé. Le sel et l'humidité avaient certes corrodé le support, mais la protection hermétique de la paraffine avait empêché une dégradation totale. L'angoisse des enquêteurs et des familles était à son comble. Allait-il être possible d'en tirer quoi que ce soit? Après plusieurs jours d'un travail acharné, la sentence tomba. Les images étaient endommagées, granuleuses et parfois floues, mais elles étaient là. Des fragments de la vérité avaient survécu. Les premières séquences projetées étaient un témoignage poignant de la vie qu'Armand et Léa avaient menée. Elles montraient le couple souriant, insouciant, imprégné de la lumière dorée d'un coucher de soleil sur l'Atlantique. Léa, fidèle à sa passion, filmait Armand à la barre, son visage éclairé par les reflets de l'eau. L'étoile filante fuyait vers l'horizon, ses voiles gonflées, découpant une silhouette parfaite sur un ciel flamboyant. Les rires du couple, bien que muets à l'écran, semblaient presque audibles à travers les images. On les voyait partager un repas léger dans la cabine, puis remonter sur le pont, Léa capturant des plans de la mer scintillant sous les derniers rayons du soleil. La légèreté de ces instants, la pureté de leur bonheur, contrastaient cruellement avec la découverte de leur reste, et l'atmosphère dans la salle de visionnage devint lourde de douleur et de tristesse. C'était un portrait intime de leur dernier moment de paix. Puis, l'ambiance changea radicalement. La caméra de Léa, qui filmait alors le large, se mit à trembler violemment. Un son lourd, probablement celui d'un moteur puissant, était sous-entendu par cette secousse inattendue. L'objectif, d'abord désorienté, se stabilisa un instant, révélant une silhouette imposante se profilant à l'horizon. Un bateau de pêche, bien plus grand que l'étoile filante, approchait à vive allure. Sa coque, peinte d'un bleu caractéristique, était parsemée de traces d'usure,
mais un détail attira l'attention des enquêteurs. Une large et distinctive bosselure était clairement visible sur le flanc tribord, près de la proue, comme la cicatrice d'une ancienne collision. La tension monta d'un cran. La caméra vacilla de nouveau, puis se redressa, offrant une vue directe sur le pont de l'Étoile filante. Un homme, dont la silhouette massive était enveloppée dans une lourde cape de ciré jaune, venait de monter à bord. Son visage restait indistinct en raison de la faible luminosité et de la qualité de l'image, mais sa stature imposait une présence menaçante. La caméra, dans un mouvement désespéré ou involontaire, s'abaissa légèrement. C'est à cet instant précis qu'elle capta un détail qui allait se révéler être la clé de l'énigme. Un bras fort, dont la manche du ciré était retroussée, révélant une peau tannée par le soleil et le vent. Sur cet avant-bras, un tatouage distinctif était clairement visible, malgré la granulation du film, une encre stylisée, et juste en dessous, 2 initiales, LJ. Le plan resta figé sur ce bras tendu, cette encre et ses initiales gravées dans la peau, pendant quelques secondes qui parurent une éternité. Puis, la caméra chuta lourdement. L'image se brouilla, devint chaotique, ne montrant plus qu'un amas indistinct de bois et de tissu. Durant ces secondes de confusion visuelle, la bande sonore, bien que fortement altérée et étouffée par le bruit de l'eau, semblait capter des fragments sonores, des bruits de lutte, des éclats de voix masculines, puis des cris étouffés, probablement ceux de Léa et d'Armand, noyés dans le fracas ambiant. Et puis, plus rien. Un arrêt brutal de l'image, un blanc opaque marquant la fin de l'enregistrement. La pellicule s'arrêtait là, comme si le temps s'était figé en même temps que la vie du couple. Cette preuve visuelle était un véritable coup de tonnerre. 45 ans après les faits, le film Super 8 de Léa offrait enfin une explication concrète, une piste tangible. L'affaire Valette, jusqu'alors un cold case sans espoir, venait d'être rouverte avec une force et une urgence renouvelées. La découverte d'un bateau de pêche bleu, avec une bosselure distinctive, et surtout l'image incontestable d'un bras tatoué LJ, transformait radicalement la nature de l'enquête. Ce n'était plus une disparition accidentelle, ni une fugue mystérieuse. C'était un crime, et pour la première fois, l'ombre d'un coupable commençait à se dessiner sur l'horizon, balayant des décennies d'incertitude et de deuil silencieux. L'enquête prenait un nouveau virage, choquant et inattendu, vers la résolution. La révélation du film Super 8 de Léa fut un séisme, transformant une disparition mystérieuse en une affaire criminelle. Ces images, bien que dégradées, dévoilaient des détails cruciaux. Un bateau de pêche bleu avec une bosselure distinctive sur sa coque et un tatouage LJ sur le bras d'un agresseur. Ces preuves visuelles irréfutables permirent à la gendarmerie maritime et à la police judiciaire de Nantes de réactiver immédiatement le dossier. Une plongée méthodique dans les archives maritimes de 1974 fut lancée. L'identification du bateau et de son équipage s'annonçait complexe après tant d'années. Les enquêteurs épluchèrent les registres des ports atlantiques de Sables-d'Olonne à La Rochelle, liste de bateaux de pêche, autorisation, manifeste d'équipage et rapport d'incident. Ils consultèrent d'anciennes photographies de flotte et interrogèrent des marins retraités, dont les souvenirs précis des navires et des équipages de l'époque s'avérèrent inestimables. Après des semaines de recherche intensive, une piste se précisa, le chalutier astérisque Marie-Salomé Astérisque. Officiellement basé à la Turballe, il opérait fréquemment sur la route entre les Sables-d'Olonne et l'île d'Yeu. Sa coque, d'un bleu profond, présentait la même bosselure sur le flanc tribord, conséquence d'une collision mineure survenue quelques mois avant l'été 1974. Le astérisque Marie-Salomé Astérisque avait de surcroît une réputation sulfureuse. Son capitaine, Gérard Le Tallec, 41 ans en 1974, était connu pour ses méthodes peu scrupuleuses, vol de carburant, maraudage de provisions et incursions dans les zones de pêche interdites. Le Tallec était malheureusement décédé dans les années 1990, emportant avec lui une part de vérité. L'enquête se concentra alors sur l'équipage. Les registres de 1974 exhumèrent le nom de Luc Jégu, jeune matelot de 22 ans. Les initiales LJ tatouées prenaient alors tout leur sens. Les enquêteurs localisèrent Luc Jégu, âgé de 67 ans en 2019, menant une retraite paisible et discrète à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à quelques kilomètres des Sables-d'Olonne. Il avait passé le reste de sa carrière comme marin-pêcheur, sans jamais faire parler de lui. Le 28 novembre 2019, une équipe de gendarmerie et de la PJ se présenta à son domicile. Luc Jégu, le visage marqué par le temps, parut surpris puis trahit une anxiété et une lassitude profonde. Convoqué à la gendarmerie des Sables-d'Olonne, il s'installa face aux enquêteurs, l'air résigné. La confrontation fut directe. Les officiers projetèrent les images restaurées du Super 8, Armand souriant,
le astérisque Marie-Salomé astérisque menaçant, l'homme en ciré jaune, et l'encre tatouée avec les initiales LJ. Luc Jégu, pâle et tremblant, baissa les yeux, puis, dans un geste lent, retroussa la manche de sa chemise. Sur son avant-bras gauche, l'encre et les initiales LJ, estompées mais indélébiles, étaient toujours là. La preuve était irréfutable. Face à l'évidence, Luc Jégu s'effondra. Les 45 années de silence et de culpabilité explosèrent en une confession détaillée. Il révéla qu'en cette nuit du 23 août 1974, le astérisque Marie-Salomé astérisque, sous les ordres du capitaine Le Tallec, avait intercepté l'étoile filante pour voler carburant et provisions. Armand Valette avait courageusement tenté de s'interposer, provoquant une violente bagarre. Craignant une dénonciation aux autorités, Le Tallec avait ordonné d'enfermer Armand et Léa dans la cabine de l'étoile filante, scellant la portière avec un cadenas. Le sloop fut ensuite abandonné à la dérive, dans l'espoir qu'il disparaisse sans laisser de traces. Ce que les marins ignoraient, c'est que le destin de l'étoile filante ne serait pas la destruction. Poussé par des courants côtiers inhabituels et une marée spécifique, le voilier s'était échoué sur un banc de sable peu profond, à l'écart des routes maritimes. Lentement, le sable l'avait enseveli, créant une protection naturelle qui l'avait préservé de l'oxygène et des intempéries. Cet environnement anaérobique et salin avait permis la conservation exceptionnelle des corps et du film Super 8. L'océan, complice silencieux du crime pendant près d'un demi-siècle, était devenu un conservateur involontaire. Les tempêtes de 2019 et la marée exceptionnellement basse avaient simplement brisé cette gangue de sable et libéré l'étoile filante de son tombeau aquatique, et avec lui, la vérité. La confession de Luc Jégu mit un point final à l'un des cold cases les plus longs et les plus poignants de la région. Pour les familles Valette et Martin Valette, après 45 ans de souffrance, le calvaire prenait fin. Elles purent enfin inhumer les corps d'Armand et Léa et comprendre les circonstances exactes de leur tragique disparition. Le silence de la mer s'était tu. Ce n'était pas un accident, mais la conséquence d'une violence gratuite et d'une lâcheté criminelle. Le astérisque Marie-Salomé astérisque avait emporté un secret, mais l'étoile filante était revenue le révéler, prouvant que même les mystères les plus profonds de l'océan peuvent un jour refaire surface pour que justice soit rendue. Le voile était levé, concluant un drame ancré à jamais dans l'histoire des Sables d'Olonne. L'étoile filante, revenue des profondeurs après 45 ans de silence, a finalement révélé son secret. La confession de Luc Jégu a mis en lumière l'acte criminel orchestré par le capitaine Le Tallec, un vol de carburant qui a dégénéré, menant à l'enfermement du couple Valette dans leur cabine et à l'abandon de leur sloop à la merci de l'océan. La mer, qui avait longtemps gardé cette tragédie enfouie dans ses bancs de sable, a finalement restitué non seulement les corps d'Armand et Léa, mais aussi la preuve irréfutable de leur calvaire, permettant aux familles de trouver une douloureuse, mais nécessaire, conclusion. Ce cas emblématique rappelle la persistance inébranlable de la vérité. Qu'elle soit enfouie sous les sables mouvants du temps ou engloutie par l'immensité océanique, la vérité a cette capacité singulière de refaire surface, parfois des décennies plus tard, portée par le vent d'une tempête ou le hasard d'une marée. Elle offre alors une fin, même douloureuse, aux longues années d'incertitude et de deuil. La réapparition de l'étoile filante a été un événement d'une rare intensité. Si le bateau n'était jamais revenu du fond des eaux, pensez-vous que le secret des Valettes aurait pu un jour être percé à jour? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour explorer d'autres mystères que le temps a tenté d'ensevelir, n'hésitez pas à consulter nos précédentes enquêtes sur Vestiges d'un mystère. Si cette investigation a su captiver votre esprit, nous vous invitons à soutenir notre travail en laissant un j'aime et en vous abonnant à Vestiges d'un mystère pour d'autres récits tirés des archives du passé.